BFM Business, les chercheurs d'art de Goût de Luxe Paris, Karine Vergnol et Olivier de Rinson. Alors, dans cette foire, nous allons vous présenter quelques éléments actifs, suractifs, en particulier François Lafanour. François Lafanour, tout le monde connaît, Charlotte Perriand, les grands classiques du musical que vous présentez chez vous à l'année. Et là, cette fois-ci, vous prenez un risque, je veux dire, c'est curieux quand même, vous présentez un mobilier des Shakers. Qu'est-ce que c'est que ces Shakers ? C'est un risque, en fait ça s'inscrit quand même dans le travail que j'ai eu l'habitude de faire à la galerie, c'est-à-dire d'essayer de trouver des choses qui étaient soit oubliées, soit méconnues, et d'essayer de les inscrire un petit peu dans un parcours un peu historique. Donc faites-moi le cours de catéchisme quand même. Le cours de catéchisme, je sais. Petit cours de pédagogie, je pense que j'ai encore plus besoin d'une remise à niveau qu'Olivier de Rinson. Donc les Shakers, ça démarre en fait à Manchester aux alentours de 1750. C'est une femme qui s'appelle Anne Lee qui à ce moment-là a des visions et décrète que finalement elle possède véritablement la voix du Christ, et donc elle crée tout un groupe de gens qui vont la suivre et qui vont se regrouper sous le nom de Shakers, qui en fait sont un petit peu des dissidents des Quakers de l'époque. Ce sont aussi des agités. Shakers, alors voilà, Shakers, ça veut dire ça, c'est pas agité du bocal. Agité du bocal et aussi de l'ensemble du physique, puisqu'en fait ils sont appelés comme ça parce que quand ils pratiquent leur religion, ils ont des danses qui sont extrêmement rythmées. Alors ils vont aux États-Unis, ils s'installent, des communautés avec un mode de vie un peu particulier. Alors le mode de vie, ils sont célibataires. Ils sont célibataires, mais ils vivent quand même. Alors donc ils adoptent des gens, ils vivent. Les familles sont plus ou moins séparées, les hommes sont séparés des femmes, les enfants doivent vivre aussi séparément, et ils créent des grandes communautés aux alentours du début du 19e siècle. On a dit que c'était les communistes avant la lettre, peut-être des proudhoniens, des... Oui, c'est en fait, on peut les présenter comme ça. En tout cas, leur idéal est un idéal de simplicité et de mise en commun de tous les biens. Et leur mobilier leur ressemble. Le mobilier, c'est ça qui m'a intéressé en fait. C'est ça pourquoi je fais cette exposition. C'est qu'il me semble que là, on a vraiment l'expression la plus parfaite d'une harmonie entre une pensée, une philosophie, un mode de vie et le style qui en découle, notamment dans le mobilier. C'est ça, on a l'impression que c'est réduit au plus simple appareil, finalement. Il n'y a aucune volonté d'ostentation, de quoi que ce soit. C'est ce qui est le plus pratique et le plus simple qui prévaut dans la création de ce mobilier. Fonctionnariste, minimaliste, et en même temps source d'inspiration, parce qu'on retrouve ce mobilier qui est du milieu du 19e, on va le retrouver après ensuite en Europe. On le retrouve, en fait on le retrouve au début, on le retrouve aux États-Unis, où il a pas mal marqué aussi tous les mouvements du 19e siècle, mais on le retrouve dans les pays scandinaves, on le retrouve aussi. Finalement, pour moi, j'y vois l'origine de tout ce qui a été cette espèce d'économie de moyens, même dans le mobilier de la sécession viennoise. Et ensuite, effectivement, je le relie dans l'esprit. Je ne dis pas dans la forme, mais dans l'esprit, au mobilier dont je m'occupe habituellement de Prouvé et de Perriand. Alors, Olivier de Rinson disait, François Lafanour, que vous preniez un risque. Est-ce que c'est un mobilier encore méconnu aujourd'hui? C'est vraiment une petite niche mal connue? Oui, en fait, je prends un risque. Moi, en fait, j'aime bien prendre des risques et puis j'aime bien créer. Je trouve que ce métier que je fais est vraiment intéressant quand on prend des risques, quand on découvre qu'on joue un autre rôle que celui simplement d'acheter et de vendre. Donc, en l'occurrence là, ce sont des choses qui sont... Un rôle de dénicheur, vous avez là. Qui sont collectionnées aux États-Unis depuis pratiquement le début du XXe siècle et qui, aujourd'hui, en France, sont très très peu connues. Donc, de nombreux musées, il y a 7 ou 8 musées possèdent des vraies collections aux États-Unis, il y a des collectionneurs, il y a véritablement un véritable engouement pour ça, et en France, peu se connaissent ça. Donc je trouvais que l'occasion de présenter ça à Maastricht était intéressant, parce que là on est dans un milieu où il y a déjà une grande sensibilité à ce type d'architecture et de création de mobilier. Mais c'est bien, je ne savais pas que Maastricht était la porte d'entrée en France. Voilà, c'est ce que nous apprenons aujourd'hui dans votre milieu. Depuis Louis XIV, on s'est quand même battu à Maastricht, et c'est là que Cyrano de Bergerac, le personnage en tout cas, est mort au champ d'honneur. Merci François Lafanour, qu'on retrouvera donc à la foire de Maastricht. Alors oui, vous restez encore un petit peu avec nous, parce qu'on va continuer à en parler. Avec Lucas Raton, antiquaire, on n'a pas donné, vous François Lafanour, c'est 18 rue de Seine, donc votre voisin, Lucas Raton, au 33 rue de Seine, c'est vrai que c'est là qu'on vous retrouve. Vous y serez aussi. Alors vous, avec bien sûr les arts primitifs, c'est votre spécialité, et avec ce petit compagnon que vous nous avez amené là? Oui, tout à fait.
C'est une statuette de Birifang du Gabon. Donc c'est pas un compagnon tout à fait habituel parce que c'est des objets qu'on a plus l'habitude de voir dans des musées que dans des galeries et encore moins dans des foires parce que ce sont des objets de prestige, même pour les Africains eux-mêmes. Donc ces objets de cour royale qui étaient peu vus de tous et encore moins vus des collectionneurs. Donc c'est une façon de mettre en lumière un objet phare de notre art qui est quasiment impossible à trouver sur le marché. Et TEFAF, c'est pour moi une porte importante de l'art et je voulais montrer ma possibilité de dénicher des œuvres monumentales. Alors il faut dire que Lucas Raton a suivi le parcours du combattant qui veut exposer à la TEFAF puisqu'il a commencé par le showcase. Showcase, on a droit à quelques mètres carrés, on vous dit voilà mettez-vous dans un coin, mais on vient, et puis après on entre dans le Saint des Saints, on est admis dans la cour des grands. Vous y êtes. C'est considérable quand même parce que voilà, même si on n'a que 10 mètres carrés entre guillemets, on a 10 mètres carrés pour faire nos preuves. Et donc un peu farfelu, j'ai voulu encore empirer les choses en diminuant mon stand de 2 mètres carrés, en créant des niches, en créant une atmosphère. Et on a fait quelque chose d'unique avec on avait mis 22 objets dans 8 mètres carrés. Alors cette fois-ci, vous avez combien de mètres carrés? Une cinquantaine. Une cinquantaine, voilà. Pour beaucoup plus d'œuvres. Vous êtes dans la cour des grands à Maastricht. C'est important pour les arts primitifs parce qu'on dit toujours Maastricht, il y a tout, tout est le reste. Tout à fait. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai participé pour la première fois au showcase. Je me suis un peu rapproché des organisateurs en leur disant que l'art primitif, je trouve, était bien représenté par les gens qui étaient déjà là, mais peut-être il manquait une petite place éventuelle, sans insinuer ma présence bien sûr, mais il manquait les collectionneurs, j'ai remarqué qu'ils avaient une certaine demande, en tout cas pour l'art primitif, et j'étais ravi de la satisfaire pendant le showcase, et c'est vrai que cette demande s'est rétorquée, donc je me suis dit pourquoi pas retenter notre chance vu que ça s'était bien passé. Et ça a marché. Et voilà, donc on vous retrouvera bien sûr à la TEFAF de Maastricht du 13 au 22 mars. On retrouvera aussi quelqu'un d'autre, Olivier. Alors on va ajouter quelque chose qui est nouveau à TEFAF, c'est le night fishing, alors inspiré d'un célèbre tableau de Picasso, la pêche nocturne ou pêche au lamparo. C'est une section art moderne et art contemporain qui a du mal à trouver sa place, si ce n'est que là, cette fois-ci, on a demandé à Sidney Picasso, je crois que c'est une ex-Madame Picasso, de préparer quelque chose autour d'une sorte d'exposition dédiée à la sculpture. Elle a invité 9 grandes galeries, alors je crois qu'il y en a 2 allemands, 2 de Berlin, 2 de Düsseldorf, 2 de Paris, Tadeusz Ropac et Farideh Kado. Alors Farideh Kado, c'est une des papesses des galeries parisiennes de l'art contemporain, elle a tout fait, les FIAC, Art Paris, etc. Et là, cette fois-ci, elle va présenter un artiste exceptionnel qui s'appelle Markus Retz, qu'elle a réussi à convaincre de revenir dans le marché marchand avec cette exposition à la TEFAF de Maastricht. Farideh Kado. Cette pièce est une des 4 sculptures qui vont être exposées à la foire de Maastricht de 12 mars au 22. Comme vous le voyez, c'est une sculpture avec des mots. D'un côté, ça se lit Todo, ou nous le voyons, T-O-D-O. Et en marchant devant la pièce et en arrivant de l'autre côté de la même pièce, vous avez le contraire de Todo, c'est-à-dire nada, tout ou rien. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je crois que je ne suis pas trop dans les intermédiaires, je suis vraiment dans le noir et blanc. Je connais presque tous les foires. J'ai fait 4 fois par an pendant 20 ans, Bâle, FIAC, Chicago et Madrid. Et j'avais arrêté les foires un peu à cause de cette folie de marché. Et certains de mes artistes, comme particulièrement Markus Retz, qui ne tenait pas que ses œuvres soient exposées et mélangées dans les conditions des foires commerciales. Et voilà, donc j'ai arrêté d'aller dans les foires en général. Mais l'année dernière, j'ai reçu une invitation officielle de TEFAF pour dire que Madame Picasso, Sidney Picasso, faisait une exposition autour de la sculpture, que la TEFAF voudrait bien s'ouvrir plus en plus vers le modern et contemporary. En allant en Suisse et discuter avec Marcus et surtout lui expliquant et lui démontrant le privilège de cette foire qui est exceptionnelle parce que je le suis sans avoir jamais participé. Et finalement, il a accepté si j'organise une petite présentation presque muséale. Donc, malgré que c'est une foire commerciale, j'ai emprunté des pièces de collectionneurs parisiens. Donc j'emmène des pièces qui ne sont pas à vendre, mais ça permettait de faire des pièces emblématiques qui a rendu cet artiste très célèbre début des années 90.
et de continuer avec les pièces plus récentes, pratiquement que les gens n'ont pas encore vues. Donc voilà, et je me sens vraiment très privilégiée, très flattée, je suis très heureuse, je suis un peu paumée parce que c'est comme un défi, mais je suis très excitée de l'idée d'arriver à TEFAF, parce que je pense qu'aujourd'hui je préfère dans mon parcours être contemporain dans une foire qu'on appelle antiquité ou ancienne plutôt qu'un ancien dans le contemporain d'aujourd'hui. Voilà, une belle phrase de Farideh Kado, galeriste, que vous pouvez retrouver rue de Nazareth à Paris. Et donc, la TEFAF à Maastricht, on en reparlera avec vous, Olivier de Rinxan. Ce sera du 13 au 22 mars prochain. Restez avec nous, on fait une petite pause, le temps de rappel de l'actualité dans Goût de Luxe Paris. Et on retrouve d'autres chercheurs d'art avec Olivier de Rinxan. À tout de suite. BFM Business, les chercheurs d'art de Goût de Luxe Paris.